Bienvenue à tous pour la deuxième partie du chapitre concernant la structure électronique de l'atome. Nous avons vu lors de la précédente vidéo le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. Son interprétation a été la préoccupation majeure des scientifiques du XIXe siècle. Bohr fut le premier à faire le lien entre le spectre d'émission atomique et les idées quantiques de Planck et Einstein. Pour Bohr, un électron qui tourne autour du noyau sur une orbite circulaire est le modèle le plus simple. Afin de concilier son idée de modèle avec les lois de la physique classique, Bohr a postulé, premièrement, l'électron décrit autour du noyau des orbites circulaires stationnaires. Ces orbites possèdent des énergies bien déterminées sur lesquelles nous reviendrons plus tard dans la vidéo. Bohr a introduit une condition de quantification, appelée condition de Bohr, qui dit que seules les orbites pour lesquelles le moment cinétique de l'électron est égal à un nombre entier de fois la quantité h sur 2π sont susceptibles d'être décrites par l'électron. Autrement dit, le moment cinétique de l'électron est quantifié. Ce dernier, qui est égal au produit mv fois r, sera donc égal à n fois h sur 2π avec n entier. Enfin, un atome n'émet ou n'absorbe de l'énergie que lorsqu'un électron passe d'une orbite à une autre. L'énergie émise ou absorbée sera calculée en faisant la différence des énergies de l'état final moins l'état initial. Elle est égale à h nu, nu étant la fréquence de la radiation émise ou absorbée. Bohr a élaboré son modèle en étudiant l'atome d'hydrogène. Ce dernier présente l'avantage de ne posséder dans sa structure qu'un électron et un proton, ce qui réduit énormément le nombre de forces impliquées. Celle-ci se résume en une force d'attraction entre l'électron chargé négativement et le proton du noyau chargé positivement, et une force centrifuge qui est due au mouvement circulaire. Pour que l'électron reste sur son orbite, il faut obligatoirement avoir une égalité entre la force d'attraction et la force centrifuge. En tenant compte de la condition de quantification du moment cinétique, Bohr a pu établir l'expression du rayon en fonction du nombre quantique n. Lorsque l'électron occupe le niveau n est égal à 1, nous parlons dans ce cas de l'orbite de plus basse énergie, donc de l'état fondamental, le rayon R1 est égal à 0,53 angstrom. Il est également noté à 0 et appelé rayon de l'atome de Bohr. Nous pouvons donc écrire d'une manière simplifiée l'expression du rayon comme étant égale à 0,53 fois n au carré. Il est toutefois important de faire remarquer que lorsqu'on calcule le rayon avec cette expression, le résultat est obtenu directement en angstrom. Bohr fut donc en mesure de calculer l'énergie totale de l'électron de l'atome d'hydrogène sur chacune des orbites permises définies par le nombre quantique n. L'orbite correspondant à n est égale à 1 est la plus proche du noyau, et l'énergie de cet électron est la plus faible. Elle est calculée en remplaçant n par 1 dans l'expression de l'énergie. Nous obtenons après les conversions nécessaires la valeur de moins 13,6 électronvolts. Elle est également notée E0. Donc pour tout niveau n, nous pouvons écrire de manière plus simplifiée que l'énergie de ce niveau en électronvolts est égale à moins 13,6 sur n au carré. Nous rappelons que n est un entier. Lorsqu'on dit que l'atome d'hydrogène est à l'état fondamental, son état le plus stable, ceci implique que l'électron se trouve au niveau n égale à 1.
Les niveaux pour lesquels n est supérieur à 1 constituent ce qu'on appelle les états excités de l'atome. Le modèle de Bohr repose sur l'idée fondamentale que l'électron reste sur son orbite tant qu'il n'est pas perturbé. Le passage de l'électron d'une orbite à une autre, qu'on appelle également transition, s'accompagne d'une émission ou d'une absorption d'énergie égale à la différence d'énergie des deux orbites. Lorsqu'un électron passe d'un niveau N2 vers un niveau N1 avec N2 supérieur à N1, c'est-à-dire lorsqu'il passe d'un niveau supérieur vers un niveau inférieur, l'électron se stabilise. Donc, il y aura émission d'énergie ou émission lumineuse et on aura donc delta E négatif. Lorsque l'électron plutôt passe de N1 vers N2, toujours avec N2 supérieur à N1, donc il va d'un niveau inférieur vers un niveau supérieur. Dans ce cas-là, il absorbe de l'énergie. On aura une absorption lumineuse et le delta E correspondant est positif. Le calcul de l'énergie émise ou absorbée sera tout simplement égal à la différence énergie de l'état final moins énergie de l'état initial. Le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène est formé de groupes de raies lumineuses. Chaque groupe de raies, qui est constitué des transitions des couches supérieures vers un même niveau n, est appelé une série. Chaque série porte le nom du chercheur qui l'a découverte. Le tableau suivant nous résume les séries existant dans le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. Toutes les transitions qui vont d'un n supérieur ou égal à 2 vers un n égal à 1 constituent la série de Lyman. Cette dernière se trouve dans l'ultraviolet. Toutes les transitions qui vont de n supérieur ou égal à 3 vers n égal à 2 forment la série de Balmer, qui est située dans le visible. Toutes les transitions qui vont d'un n supérieur ou égal à 4 vers un n égal à 3 forment la série de Paschen. Celle-ci se trouve dans le proche infrarouge. Toutes les transitions qui vont d'un n supérieur ou égal à 5 vers un n égal à 4 constituent la série de Baraket, qui se situe dans l'infrarouge. Enfin, toutes les transitions qui vont de n supérieur ou égal à 6 vers n égal à 5 forment la série de Pfund, qui se trouve dans l'infrarouge lointain. La représentation de ces séries se fait grâce au tracé du diagramme énergétique du spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. Nous constatons que chaque série est caractérisée par un nombre quantique minimal qui est le niveau vers lequel toutes les transitions vont s'effectuer. Pour Lyman, le niveau qui la caractérise, c'est n est égal à 1. Le niveau n égale à 2 caractérise la série de Balmer. C'est la série de Paschen, le niveau sera égal à 3. n est égal à 4 caractérise celle de Brackett. Et enfin, la série de Pfund est caractérisée par le niveau n égale à 5. Par exemple, si on regarde la série de Balmer, toutes les transitions vont s'effectuer vers le niveau n est égal à 2. Donc pour Balmer, le niveau n égale à 1 n'existera pas. De même, pour la série de Paschen, qui est caractérisée par le niveau n égale à 3, toutes les transitions vont aller vers 3. Il n'y aura ni le niveau 1, ni le niveau 2 pour la série de Paschen. Pour chaque série, nous avons ce qu'on appelle une première raie, qui constitue la transition de n plus 1 vers n. Par exemple, la première raie de Lyman, c'est la transition de 2 vers 1. Celle de Paschen, c'est de 4 vers 3. Nous avons également ce qu'on appelle une raie limite, qui est la transition de l'infini vers n. Par exemple, pour la raie limite de Brackett, sera la transition de l'infini vers 4, 4 étant le nombre qui caractérise la série de Brackett. Les raies sont numérotées par ordre, c'est-à-dire, lorsqu'on parle de la transition de 4 vers 2, on peut dire tout simplement deuxième raie de la série de Balmer.
Si on vous demande la troisième raie de la série de Paschen, il suffit de faire le raisonnement suivant. Paschen est caractérisé par le niveau n égale à 3. La première raie sera donc de 4 vers 3. La deuxième, c'est de 5 vers 3. Et donc, la troisième raie de la série de Paschen, c'est la transition de 6 vers 3. Toutes les longueurs d'onde de ces raies seront calculées grâce à la relation de Rydberg-Balmer généralisée. Donc, il nous donne le nu bar ou bien 1 sur lambda qui sera égal à RH fois 1 sur N1 carré moins 1 sur N2 carré. Le RH étant la constante de Rydberg, N1 et N2 sont les niveaux d'énergie de ces transitions. La transition qui correspond à l'ionisation de l'atome d'hydrogène est le passage de l'électron de la première couche, n égale à 1, vers l'infini. C'est l'éjection de l'électron de son état fondamental vers l'infini. L'énergie d'ionisation EI, également appelée potentiel d'ionisation, est l'énergie nécessaire pour effectuer cette transition. Elle est calculée en faisant la différence d'énergie de l'état final qui est l'infini et de l'état initial qui est le niveau n égale à 1. Nous obtenons la valeur de 13,6 électronvolts. Il est important de retenir de ce que nous avons vu jusqu'à présent que si l'électron occupe le niveau n égale à 1, l'atome d'hydrogène est dans son état le plus stable. L'énergie est minimale, c'est ce qu'on appelle l'état fondamental de l'atome d'hydrogène. Si n est supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire que l'électron occupe un niveau d'énergie supérieur, l'atome est dans un état excité, il est instable. Le modèle de Bohr, bien que remarquable, n'est applicable qu'aux entités ne possédant qu'un seul électron. De plus, l'idée que l'électron se déplace sur des orbites circulaires autour du noyau ne faisait pas l'unanimité des scientifiques de l'époque. Toutefois, en introduisant le concept de la quantification de l'énergie pour décrire l'électron dans l'atome, il apparaît la voie à d'autres interprétations théoriques plus complètes qui feront l'objet de notre prochaine vidéo.